Et les autres? Je veux dire, il n'y a pas d'ordre 3, il n'y a pas d'ordre 2,5, il n'y a pas de... Non, 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 ils ne sont pas au programme du tout. Il y a une bonne raison pour laquelle on ne va pas au-delà de l'ordre 2. D'accord? On y reviendra un peu plus tard dans le cours. Mais ces cinétiques d'ordre 2, d'ordre au-delà de 2, sont des constructions artificielles à partir de réactions qui ne sont pas des réactions élémentaires à la base. Elles sont compliquées à intégrer. En plus, vous voyez que déjà quand on arrive à l'ordre 2, hein, si on ne prend pas le cas le plus simple, ça devient déjà compliqué à intégrer. Alors imaginez ce que ça devient quand on est à 2, à 3, à 4, etc. Ça devient encore plus compliqué à traiter. Et ça ne fait pas partie de votre programme. Donc 0, 1 et la version simplifiée du 2. C'est tout. Il n'y a que ça à votre programme. Ce qui veut dire que quand on a des cas plus compliqués, on fait comment? Eh bien, on triche. Tout le monde triche. D'accord? Parce que quand ça devient compliqué, c'est compliqué pour tout le monde. Et là, on a affaire à des chimistes, pas des mathématiciens. Ils ont choisi la filière chimie, pas la filière maths. Donc les maths compliquées, eux non plus, ils n'aiment pas. D'accord? Et donc quand on n'aime pas faire un truc, on s'arrange pour le simplifier, faire en sorte que ce soit plus facile à traiter. Et ça s'appelle faire de la dégénérescence d'ordre. En gros, s'arranger pour éliminer de manière légitime, on est bien d'accord, le truc qui gêne. On présuppose, quand on fait notre étude, qu'on a une cinétique qui admet un ordre. Les ordres du réactif A et du réactif B ne sont pas connus pour l'instant, d'accord? Mais on se doute bien que, peut-être bien que A plus B, c'est plus que 2. C'est possible, d'accord? Ce qui va compliquer les choses. On sait bien traiter 0, 1 et 2 dans le cas simple. Au-delà, ça va être compliqué. L'ordre global, on est bien d'accord que c'est la somme de A plus B, hein, d'accord? Ben, on se dit que si une des deux concentrations, B au hasard, hein, mais ça aurait pu être l'autre, ça ne change rien, on la maintient parfaitement constante au cours du temps, ou suffisamment constante pour que ça ne se sente pas mathématiquement. D'accord? Bah, cette concentration, elle va rester égale tout le temps à B0, la concentration initiale. B0 puissance B, si B0 est une constante, ce sera une constante. Le coefficient de vitesse que j'ai devant, si je ne change pas la température, c'est aussi une constante. Donc, qu'est-ce qui m'interdit dans cette situation-là? De multiplier mon K par ce B0 puissance B et de dire le coefficient de vitesse, c'est ça. Il n'y a rien qui m'interdit de le faire. J'ai multiplié une constante par une autre constante. C'est bien une constante, c'est parfaitement légitime. Et cette fois-ci, ma cinétique, j'aurai l'impression, en faisant mes mesures, qu'elle est simplement d'ordre petit a. J'ai viré la complexité qui était liée au deuxième réactif. Je l'ai éliminée. D'accord? Tout ce que ça demande pour faire cette opération-là, donc ce qui s'appelle une dégénérescence d'ordre, dégénérer, c'est enlever de la complexité, c'est rendre plus simple, c'est ça. Hein. Là, j'ai enlevé de la complexité, donc j'ai dégénéré l'ordre, j'ai abaissé l'ordre. Tout ce que ça demande, c'est que je sois capable de maintenir la concentration d'un des réactifs constante. Voilà tout ce que ça réclame. Et ça introduit de facto une simplification mathématique qui est considérable. Bon, est-ce qu'on peut faire ça, maintenir une concentration constante? Il y a plein de manières de le faire. La manière la plus simple et la plus utilisée dans les faits, c'est d'y aller avec le tractopelle. D'accord? En gros, mon réactif B, je le mets en tellement grande quantité que quand il aura réagi avec le petit peu de A que je suis en train d'étudier, ben, sa concentration, elle n'aura quasiment pas changé. D'accord? Voilà. Si en gros, je mets au moins 100 fois plus de B que de A, quand j'aurai utilisé tout le A, j'aurai éliminé à peine 1% du B. En gros, j'ai maintenu sa concentration constante. Et vous comprenez bien que ça, c'est super facile à faire. Voilà.
Si c'est nous qui préparons les solutions au départ pour étudier la cinétique, on a juste à mettre 100 fois plus de l'un que l'autre. Enfin, je dis 100, hein, mais ça peut être 1000, ça peut être 10 000, hein, on s'en fout. Mais c'est au moins 100 quand même, pour que la variation soit inférieure à 1% et que ça ne perturbe pas les calculs. D'accord? Voilà, facile, c'est super simple et ça marche super bien. Et vous allez retrouver ça dans énormément d'exemples que vous pourrez constater, d'exercices et éventuellement d'examens. D'accord? Examen de fin, ce que vous pouvez rencontrer, ou annales d'examen que vous pouvez essayer de faire. Ces situations-là sont extrêmement simples à identifier. Dans l'énoncé quelque part, il est marqué que la concentration en µ est au moins 100 fois plus grande, ou est 100 fois plus grande et 1000 fois plus grande. En gros, on prend bien soin de vous préciser qu'il y a une des deux concentrations qui est très grande devant l'autre. D'accord? Point. Vous identifiez ce bout de phrase-là dans l'énoncé, ça veut dire oh, on est en train de me dire là qu'il y a une des deux concentrations qui ne va pas varier au cours du temps. C'est une dégénérescence d'ordre. Ce composé-là ne m'intéresse plus. Il va se retrouver dans chaos. Voilà. Et il ne m'intéresse plus, je suis en train d'étudier uniquement les variations de concentration de l'autre. C'est tout. Voilà. OK? Après, ce n'est pas la seule solution dans les faits. On peut en avoir d'autres, mais les autres sont un peu plus difficiles à obtenir. Elles sont plus au cas par cas. Imaginons par exemple qu'on a une réaction au cours de laquelle un des réactifs est certes utilisé, mais il est reformé. Bon, là, je l'ai fait directement sur une réaction, mais c'est peut-être parce qu'il y a 2 ou 3 réactions de suite, et au fil des réactions, on refabrique le produit de départ. Cette situation-là est courante, hein. C'est celle des catalyseurs. D'accord? Catalyseurs, enzymes, ce genre de truc-là, c'est exactement ce qui se passe. On reforme le composé, un des réactifs, au cours de la suite de réactions généralement. Donc c'est quelque chose qui n'est pas si anodin et qui n'est pas si peu courant que ça. Mais ce n'est pas tout le temps. Bien, si on l'utilise et on le reforme, dans les faits, sa concentration à ce réactif, elle va rester constante au cours du temps, forcément. D'accord? Donc si elle reste constante au cours du temps, parce qu'effectivement le réactif est reformé, on est dans les clous, on aura de facto, encore une fois, une dégénérescence d'ordre. Mais ça ne concerne que les réactions qui peuvent faire intervenir un catalyseur, une enzyme, etc. etc. D'accord? Et puis, il y a les cas particuliers où, par un truc ou un autre, on est capable de maintenir la concentration d'un réactif en particulier, comme étant constant. Si, par exemple, dans ma réaction, j'ai des ions H+, des ions hydronium, ou des ions hydroxyde, parce que ça pourrait être H- à la place, qui interviennent. Mais je sais que si je me place dans un tampon, ça sert à maintenir le pH constant, donc à maintenir la concentration en ion H+, et en ion H- constant. Donc si je fais cette réaction-là dans un tampon, de fait, je bloque la concentration du réactif H+ ou H-. Vous voyez qu'ici, c'est un cas particulier. C'est l'exemple que j'ai pris, on pourra en trouver d'autres, mais dans cet exemple, on comprend pourquoi, effectivement, on peut éventuellement maintenir cette concentration. Les 2 derniers exemples que je viens de prendre là, donc le catalyseur et le tampon, c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas que la première solution qui fonctionne. Mais la première, on peut l'appliquer tout le temps, dans tous les cas. Les 2 autres, c'est plus de l'opportunisme par rapport à la réaction à laquelle on a affaire. Ouais? Parfait. Maintenant, dans ce qu'on a fait précédemment, quand j'ai fait mes intégrations, j'ai dit la cinétique est d'ordre 0, la cinétique est d'ordre 1 ou la cinétique est d'ordre 2. Oui, mais comment je sais qu'elle est d'ordre 0 ou d'ordre 1 ou d'ordre 2? Je veux dire, à un moment, il faut bien qu'on ait une raison de le savoir. La solution la plus simple, c'est de faire ce que je viens de dire. Ce n'est pas pour rien que je présentais cette dégénérescence d'ordre. Au lieu d'étudier les réactifs tous en même temps, on les isole, on les étudie l'un après l'autre. Dans ma réaction, j'ai 4 réactifs. Eh bien, je vais en choisir un que j'étudie, qui est à petite concentration. Tous les autres à une concentration au moins 100 fois plus grande. Et je n'étudie que celui-là. Je n'étudie que celui-là. Donc, je vais pouvoir déterminer que, parce que je vais tracer la concentration en fonction du temps,
observer que c'est une droite, dire, eh ben, ce réactif-là, il est d'ordre 0. Enfin, dans la cinétique, d'accord, son ordre, c'est 0. Voilà. Donc, je les prends un par un. Donc, on vérifie les faits, hein, c'est ce que je viens de dire, hein, d'accord? On vérifie si c'est une cinétique par rapport à lui, d'ordre 0, d'ordre 1, d'ordre 2. Et quand on a étudié chacun des réactifs l'un après l'autre, on aura donc cette fois-ci la loi de vitesse pour l'ensemble des réactifs. Et c'est la solution la plus simple. Et ça correspond à ça, hein. Donc, je le détaille un tout petit peu. Voilà. Donc, B et C, je maintiens à des fortes concentrations. Je vais donc étudier ma cinétique par rapport à A. Voilà. Ce qui me permet de déterminer, en traçant la concentration en fonction du temps, d'abord, parce que ça, je le mesure. Donc c'est expérimental ce que je suis en train de décrire là. Hein. On le fait expérimentalement. J'ai fixé les concentrations en B et C comme étant très élevées. Je suis uniquement la concentration du composé A. Je trace A en fonction du temps. C'est une droite, c'est de l'ordre 0. Ce n'est pas une droite, je trace log de A en fonction du temps. C'est une droite, c'est de l'ordre 1. Ce n'est pas une droite, je trace cette fois-ci 1 sur A en fonction du temps. C'est une droite, c'est de l'ordre 2. Et puis si aucun des trois n'est une droite, c'est que c'est ni 0, ni 1, ni 2, ça ne vous concerne pas. D'accord? Ça concerne d'autres personnes qui font ça dans leurs études, les études de chimie plus particulièrement. C'est bon? Enfin, en gros, dans votre cas à vous, hein, si ça ne marche pas, la bonne réponse, c'est une cinétique qui n'admet pas d'ordre. Voilà, point. Ou alors, c'est que vous vous êtes planté. C'est aussi envisageable, on est bien d'accord. Okay? Mais globalement, conclure c'est une cinétique qui n'admet pas d'ordre, c'est parfaitement, pas d'ordre simple, hein, un qu'on a étudié, c'est une réponse qui est parfaitement légitime. Même si vous ne savez pas aller plus loin. Alors, dans les faits, il faut que je le précise aussi, cette méthode d'isolement, celle que je viens de décrire, on les fait un par un, elle marche très bien, mais il y en a une autre qui, quelquefois, marche encore mieux parce qu'on peut l'utiliser dans les quelques cas où on ne peut pas artificiellement gonfler la réaction des autres réactifs. Ça ne marche pas. Quand il y a trop de différences de concentration entre certains réactifs, la réaction, elle ne fonctionne pas. Ça arrive quelquefois. On ne peut pas l'étudier. Dans ces cas-là, on utilise la méthode des vitesses initiales. Je vais la décrire, on va y aller tranquillement. Je prends pour ça un exemple. La décomposition de cet oxyde d'azote. Il y en a plein des oxydes d'azote, plein de différents. On a N2O5, c'est un des oxydes d'azote qui existent, qui spontanément se décompose en 2NO3 et libère de l'oxygène. La réaction, elle se fait dans les deux sens, mais on va l'étudier que dans le sens de la décomposition. NO2, pardon. Et ce que l'on va faire, en milieu contrôlé, c'est étudier la manière dont la concentration donc, en cet oxyde d'azote évolue au cours du temps. On part donc d'une concentration initiale. Ici, vous le voyez que la concentration initiale, c'est 0,02 mol par litre. Et on va suivre la concentration de ce composé-là au cours du temps. Normal, on l'a déjà fait. D'accord? On a déjà vu ensemble qu'on pouvait le faire, ce n'est pas un problème. On peut le suivre avec la pression, on peut le suivre avec plein de choses. On va suivre la concentration. Sauf que tous les points qui sont sur cette courbe ne nous intéressent pas. Il n'y a que les points du début qui nous intéressent. En gros, on a besoin de la courbe uniquement pour avoir la pente initiale, donc la vitesse initiale de la réaction, quand la concentration était égale à 0,02 mol par litre. Et puis on recommence l'expérience, mais avec une concentration initiale différente. Et peut-être que la vitesse initiale sera différente. Elle pourrait être égale, hein, d'accord ? Mais peut-être qu'elle sera différente. Donc encore une fois, on trace la courbe, on mesure la pente à l'instant initial. La tangente, donc simplement, hein, à la courbe à T0. Et puis on recommence. Et puis encore.
En gros, on renouvelle l'expérience un certain nombre de fois avec des concentrations initiales qui sont différentes. Et ça, on pourrait très bien le refaire. Là, j'ai qu'un réactif, mais si j'avais 2 réactifs, 3 réactifs, on le fait avec 2 réactifs, 3 réactifs, en variant donc les concentrations initiales de chacun des réactifs progressivement et en mesurant la vitesse initiale à différentes concentrations initiales. Puis on met tout ça dans un tableau. On va faire une hypothèse pour traiter ces données. C'était N2O5 qui se transforme en 2NO2 plus un oxygène. Une molécule de N2O5, deux N2O5, d'accord, qui doivent peut-être se rentrer l'une dans l'autre. Donc imaginez que ce soit une réaction d'ordre 2, c'est pas idiot. Je fais l'hypothèse, puisque c'était 2 N2O5, que c'est une cinétique d'ordre 2. C'est une hypothèse, je ne sais pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai, mais je fais cette hypothèse-là. D'accord? Dans mon tableau, ce que j'ai actuellement, c'est la concentration initiale et la vitesse initiale que j'ai mesurée à chaque fois. Si vous regardez l'équation qui est au-dessus, celle pour laquelle j'ai fait l'hypothèse que c'était une cinétique d'ordre 2, si je divise la vitesse initiale par la concentration initiale au carré, je devrais trouver le coefficient de vitesse. Et ce coefficient de vitesse, s'il ne change pas la température, il est supposé être constant. Donc je vais rajouter une ligne dans mon tableau de calcul. Je divise la vitesse initiale par la concentration au carré. Et si je trouve une valeur de K qui est constante au cours du temps, enfin au cours de mes expériences, c'est que j'ai fait la bonne hypothèse. Bon, manifestement, là, ce n'est pas le cas. D'accord ? La valeur de K que je trouve, avec cette hypothèse-là, elle n'est pas constante. Bon, ben c'est que j'ai fait la mauvaise hypothèse, c'est pas grave, j'en fais une autre. Peut-être que c'est une cinétique d'ordre 1, finalement. D'accord ? Je sais que ce n'est pas une cinétique d'ordre 0, hein, parce que si c'était une cinétique d'ordre 0, forcément, j'aurais trouvé une vitesse initiale constante. D'accord ? Donc ça, je sais déjà que ce n'est pas une cinétique d'ordre 0. Mais est-ce que c'est une cinétique d'ordre 1 ? Ben, je vais faire la même chose, je rajoute une ligne, je divise cette fois-ci ma vitesse initiale par la concentration initiale, à chaque fois, et si je trouve une valeur qui est constante, ce qui est le cas ici aux erreurs expérimentales près, bien entendu, je peux en conclure qu'effectivement, j'ai une cinétique d'ordre 1 par rapport à mon réactif, et que le coefficient de vitesse, ben je fais la moyenne entre tous, hein, histoire de lisser ça expérimentalement, est de l'ordre de 7,5. Voilà. Donc expérimentalement, on peut faire ça. Et si j'avais 2 réactifs, je refais la même chose avec mon deuxième réactif, les différentes concentrations initiales, je vais trouver l'ordre de la réaction avec le deuxième réactif. L'avantage de cette méthode-là, c'est qu'elle peut fonctionner même si j'ai plein de réactifs différents. Elle réclame simplement, elle a comme contrainte 2 choses. Un, ben vous voyez que déjà pour un réactif, il faut faire plein d'expériences. D'accord ? Et il faut être capable ensuite de mesurer la vitesse initiale. Donc il ne faut pas une réaction qui soit trop rapide. Si la réaction elle est finie en une demi-seconde, parce que ça explose un tout petit peu, ben, mesurer la vitesse initiale, ça va être un peu compliqué. Donc il faut des réactions qui ne soient pas trop rapides, et ça marche. Et puis il faut avoir du temps pour faire plein d'expériences. D'accord ? Et si on a plusieurs réactifs, ça va multiplier, bien entendu, le nombre d'expériences qu'il faudra faire. Mais sinon, c'est une méthode qui fonctionne vraiment bien aussi pour déterminer l'ordre des réactions. Donc vous voyez que cette détermination de l'ordre des réactions, que ce soit par la première technique de dégénérescence d'ordre, que ce soit par la méthode des vitesses initiales telle qu'elle est ici, elle est purement expérimentale. On ne peut pas prévoir l'ordre d'une réaction juste comme ça en regardant la tête de l'équation chimique qu'on a sous les yeux. On est obligé de le déterminer expérimentalement. On n'a pas d'outils pour le faire autrement. On peut faire quelques prédictions éclairées, mais on n'est absolument sûr de rien tant qu'on n'a pas fait les expériences.